Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureuse d'avoir été invitée à finir cet après-midi avec vous sur le thème de l'autisme. Donc, je suis médecin à Tours, je suis pédiatre et pédopsychiatre et j'ai passé 40 ans de ma carrière hospitalière à essayer de résoudre la question de l'autisme au plan du diagnostic, de la thérapeutique, hélas, encore bien ombragée, et puis des mécanismes sous-jacents dans le cadre d'une équipe INSERM. Aujourd'hui, en quelques minutes, j'ai l'ambition de vous parler de la clinique qui se renouvelle, et puis aussi de ce qu'on pourrait désigner comme étant les stratégies de recherche pour essayer de mettre en lien cette nouvelle clinique de l'installation du trouble autistique chez l'enfant et des mécanismes cérébraux sous-jacents. Voilà, donc je remercie par avance mon équipe et puis aussi les témoins. Et donc je vais donner la parole à Emmanuel, qui est un adulte avec autisme, qui a eu la gentillesse à plusieurs reprises de m'accompagner dans des conférences et de faire part de ce qu'il ressentait et de ce qu'il pensait de ce qu'étaient les troubles et toutes les particularités de fonctionnement qu'il gênait dans la vie quotidienne. Donc j'espère que le film va marcher. Donc normalement, voilà. J'ai commencé à parler à 4 ans, mais entre 4 et 6 ans, je n'avais pas un vocabulaire très développé. Je veux parler avec des phrases très courtes. Il y a des trucs comme par exemple regarder la télévision, ça me va très bien parce que je réfléchis pas vraiment, mais j'enregistre beaucoup. Quand j'étais tout petit, c'est pratiquement que ça que je faisais, enregistrer, ça rentrait dans les oreilles, les yeux. Et au fur et à mesure du temps, tout ce que s'enregistrait, ça que j'ai commencé à utiliser, à restituer. Pour quand par exemple j'ai commencé à parler, c'est comme ça. Et les premiers mots que j'ai dit, c'est des mots comme bonjour, à cause du journal télévisé Yves Mourouzi. Des choses comme ça, quoi. Répéter comme un perroquet des phrases qu'on a déjà entendues. Mais c'est une des étapes que souvent les autistes passent en apprenant à parler. Par exemple, il y avait une petite fille dans ma classe qui pleurait beaucoup quand j'étais en maternelle. Et je me souviens, j'avais vu à la télévision un épisode Candy, et il y a un personnage qui dit à Candy t'es plus jolie lorsque tu ris que lorsque tu pleures. Et quand j'ai vu le dessin animé, j'ai vu que donc Candy arrêtait de pleurer. Alors je me suis dit, il faut dire ça pour qu'elle s'arrête de pleurer. Et j'ai fait ça, c'est un exemple. C'est mes parents qui voulaient me faire des câlins. Moi, je comprenais pas trop, pas très bien. J'aimais pas qu'on me touche. J'aime pas comme ça, comme serre, surtout sans prévenir. Certaines sensations, lorsqu'elles sont un peu trop fortes et soudaines, ça me court-circuite. C'est-à-dire là-dedans, ça stoppe. Au niveau de ce que je ressens, le lien entre ce que je ressens et ce qu'il y a sur mon visage, il n'y a pas vraiment de lien. D'ailleurs, ça, avec mes parents, l'entourage en général, c'est ce qui pose un autre problème. J'ai pas beaucoup d'expression faciale à ce qu'on me dit, en tout cas. Nos sens, l'œil, l'ouïe, tout ça, on a les mêmes oreilles, mais on n'a pas le même cerveau pour traiter les informations. Le problème, c'est d'avoir l'attention sur la bonne chose. Quand on traverse la rue, il faut regarder les feux, toujours le feu, regarder d'abord à droite, puis regarder à gauche quand on traverse. C'est des choses comme ça qui ne sont pas spontanées. C'est des trucs où on doit faire un effort pour ça. Et ça prend beaucoup d'énergie, mais rien que pour ce genre de trucs, situation très ordinaire. Et en plus, dans certains cas, il y a aussi, comment dire, parfois, par exemple, sensations auditives qui donnent des perturbations visuelles. C'est-à-dire ? Par exemple, les claquements des portes, des lattes, des trucs comme ça me fait voir comme des coulées devant les yeux colorés, des trucs comme ça.
Et ça peut être perturbant, très perturbant, parce que justement à ce moment-là, on fait que percevoir et on ne sait pas traiter convenablement. C'est pas la fin du monde. Surtout pas. Il ne faut pas baisser les bras. C'est à partir de témoignages et d'observations cliniques de ce type, de cette nature, que la question de la nature du trouble autistique s'est posée. Comme vous le savez, pendant de nombreuses années, on a pensé que l'autisme était une réaction à un environnement psychologique, affectif, qui était stressant, intrusif, mais au fur et à mesure de l'écoute de ces personnes, de l'observation des enfants, on a pu mettre en évidence dans nos observations cliniques que des difficultés d'interaction, de mise en phase avec les personnes, de combinaison, et en particulier au niveau sensoriel, de traitement de l'information sensorielle, de traitement de l'information auditive, visuelle, mais aussi des combinaisons entre ces différentes informations pouvaient être mises en jeu dans l'expression comportementale de ce trouble. C'est vrai qu'Emmanuel, par exemple, décrit bien qu'au moment de traverser la rue, il va avoir des difficultés majeures à combiner des informations visuelles, auditives, et que le déclenchement de son mouvement va être freiné par cette espèce de gel de l'information, alors que quand une porte claque, eh bien, le bruit va induire un effet sensoriel, une sensation visuelle tout à fait inhabituelle, donc des hyperesthésies sensorielles. Et donc c'est pour cette raison que sur cette diapo, j'ai rajouté dans les critères qui vont nous rassembler au niveau international pour la définition de ce qu'on appelle maintenant le trouble du spectre de l'autisme, que l'on considère comme, et cette définition est consensuelle dans le monde médical, comme un trouble du neurodéveloppement, eh bien, le trouble de la communication sociale et des interactions sociales, ainsi que la pauvreté ou la répétitivité du comportement et des intérêts sont également associés à des troubles de nature sensorielle et sur lesquels on va revenir pour les pistes physiopathologiques. Alors, ce trouble atteint la personne depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte, de sorte que l'expression clinique va changer, mais le nœud sémiologique reste le même. Il peut y avoir des améliorations et néanmoins ce handicap dure toute la vie alors qu'il commence, on va le voir, avant 3 ans et qu'il concerne, comme des grands problèmes de santé publique dans le domaine de la santé mentale, une personne sur 100 dans sa définition large du spectre de l'autisme. Alors, la nouvelle clinique, c'est celle des interactions sociales synchronisées et nous allons voir comment des cliniciens qui se sont réunis avec des physiciens et des mathématiciens ont pu décrire la trajectoire développementale déviante des bébés avec autisme et déviante bien que les efforts de l'environnement et des partenaires soient majeurs. Et puis, pour une deuxième partie, j'ai recueilli parmi les résultats les plus récents de la littérature, mais aussi ceux obtenus dans l'équipe de Tours, des résultats qui mettent en évidence que des réseaux neuronaux, des traitements neuronaux de l'information, des phénomènes vraiment d'activation-inhibition cellulaire synaptique et voire au niveau du développement
des anomalies de la microarchitecture corticale pourraient nous guider vers des recherches, puisque vous savez que dans notre monde de l'autisme, il est essentiel que des savants, des équipes extrêmement pertinentes dans le domaine des neurosciences se penchent sur cette question. Et puis enfin, et pour finir, c'est une ouverture vers la science-fiction. Est-ce que véritablement on peut guérir l'autisme? Pour le moment, on ne connaît pas ni le médicament ni la thérapeutique de l'autisme, mais on sait que l'exercice des fonctions de communication sociale et de régulation adaptative vont permettre une récupération fonctionnelle, y compris au niveau du cerveau. La clinique, d'abord, ce sont des psychologues qui ont, à partir de méthodes tout à fait simples d'exploration de l'orientation visuelle du bébé, mis en évidence que ce qu'avaient observé les mamans, c'est-à-dire que l'enfant semblait ne pas s'intéresser à l'autre parce qu'il n'orientait pas son regard vers le visage de la maman et en particulier vers ses yeux. Et donc l'équipe d'Amy Klein, qui a travaillé à Yale et qui travaille maintenant à Yale et à Atlanta, a pu mettre en évidence qu'il y avait dès l'âge de 15 mois des particularités de l'orientation visuelle avec une espèce de négligence de la partie supérieure du visage, là où se trouvent les yeux, qui sont très chargés en information sociale. Et comme le témoigne cette colonne verte, qui résume le temps passé à explorer la zone des yeux chez un bébé de 15 mois avec autisme, eh bien c'est plutôt vers la bouche que s'oriente le regard du bébé. Et dans un article qui est sorti en décembre 2013, eh bien cette même équipe a montré que la trajectoire développementale de cette orientation visuelle sociale était tout à fait particulière. Et chez des enfants à risque qui étaient dans des familles où il existait déjà un enfant avec autisme, eh bien les bébés qui vont se développer normalement et à 3 ans avoir un développement normal vont avoir une trajectoire d'orientation visuelle sociale tout à fait différente de celle des bébés avec autisme, vous voyez, qui décline. C'est-à-dire cette espèce d'orientation naturelle vers le visage de l'autre et vers ses yeux se perd progressivement pour des raisons qu'on ne connaît pas. Il en est de même pour l'orientation vocale, c'est-à-dire que dans le dialogue mère-bébé, là aussi, à partir de films familiaux, il a été possible de mettre en évidence que le calage entre la mère et l'enfant, dans ce qu'on appelle le dialogue mère-bébé, avec cette langue qui s'appelle le mamanais, la langue des mamans, eh bien, il a été possible de mettre en évidence que le dialogue était finalement décalé. C'est-à-dire que la maman parlait un peu toute seule et que le bébé ne lui répondait pas au bon moment. Il lui répondait, mais c'était décalé dans le temps. Donc, synchronisation visuelle, synchronisation vocale, et il en est de même pour les synchronisations motrices. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est là bien en deçà des 3 ans, âge du diagnostic officiel, puisqu'on est dans le 1er, 2e et 3e semestre de vie. Donc cette combinaison extraordinaire du dialogue visuel, vocal et gestuel entre le bébé et son partenaire décline chez l'enfant avec autisme comparé à des enfants qui ont un retard de développement simple ou des enfants qui ont un développement normal. Donc ce déclin est très intéressant à observer parce que jusqu'alors on avait la notion que, en quelque sorte, l'autisme était un trouble, un manque congénital. Or, on est là dans la dynamique des interactions qui repose sur des apports réciproques du bébé avec sa maman.
on pose l'hypothèse que ce bébé vulnérable est dans l'incapacité d'apporter, de répondre de manière correcte, adaptée à sa maman, mais que c'est dans la non-réponse aux invitations de sa maman que va, dans cette dyade, s'aggraver très très progressivement l'autisme de l'enfant. Ce qui signifie quelque part que si on pose le diagnostic dès le premier semestre de vie, on peut supposer qu'on reverse complètement, ou en tout cas partiellement, cette courbe de déclin des interactions sociales du bébé avec son partenaire. Alors, maintenant, quel est le support neurobiologique? Est-ce qu'il existe des pistes pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes, ces bébés, ont du mal à s'adapter, à s'ajuster, à se synchroniser, à se mettre en phase avec l'autre? Donc, il y a là aussi une littérature récente qui est très intéressante, qui met en évidence que quand deux êtres humains sont sur la même longueur d'onde, qui sont bien ensemble, eh bien, ils ont une montée de l'ocytocine plasmatique et l'ocytocine cérébrale. Il y a une sorte de bain ocytocinergique dans l'ensemble de l'organisme. Et il y a une équipe en Israël qui est dirigée par Ruth Feldman qui a montré que quand on étudie des interactions réussies entre maman et bébé, eh bien dans la salive de maman et bébé, eh bien l'ocytocine augmente. Et que cette capacité à se mettre en phase, à être bien avec l'autre, est variable d'un individu à l'autre. Et là aussi, c'est une piste pour essayer de comprendre peut-être que ces réseaux ne fonctionnent pas de la même manière chez les personnes avec autisme. Alors, cette disponibilité différente d'une personne à l'autre de l'ocytocine et de cette extraversion, de cette capacité à faire confiance à l'autre, à se mettre en phase avec l'autre, elle est différente. Et donc, il existe dans le complexe amygdalo-hippocampique, qui est un complexe évidemment cible dans le domaine des interactions sociales et des émotions, eh bien, il existe une relation inverse entre un score d'extraversion et l'ocytocine. Et donc, de plus, il existe un score aussi inverse entre le volume des structures amygdalo-hippocampiques et le taux d'ocytocine circulante. Donc, ce système ocytocinergique ne va pas nous entraîner plus loin qu'il doit nous entraîner. C'est-à-dire qu'on a un témoin intracérébral qu'une hormone et la production de cette hormone, le taux de cette hormone dans la circulation et dans le cerveau se modifie en même temps que l'interaction est réussie ou ratée. Et cette piste a été évidemment a intéressé un certain nombre de cliniciens, thérapeutes spécialisés dans l'autisme qui avaient fait les dosages d'ocytocine dans le plasma des personnes avec autisme et qui avaient montré que les personnes avec autisme avaient des taux faibles d'ocytocine plasmatique et cérébrale. Et ils ont testé l'inhalation d'ocytocine sur une
courte période et mesurer les modifications, on va dire, comportementales vis-à-vis d'un test qui était là aussi d'intérêt pour une cible sociale, et puis le fonctionnement des réseaux neuronaux dans lesquels, évidemment, on retrouve nos systèmes préfrontaux, temporaux, et qui sont très importants dans la communication sociale. Et ils ont montré que cette inhalation d'ocytocine modifiait en même temps la sociabilité et les taux d'ocytocine et le fonctionnement de ces zones cibles du cerveau. Alors, deuxième niveau de réflexion et d'hypothèse, est-ce que ces manifestations comportementales et psychophysiologiques au niveau cérébral ne seraient pas liées à des anomalies de perception, tout simplement, hein, de compréhension du message social? Est-ce qu'on n'est pas à un niveau plus élémentaire du traitement de l'information sociale? Et c'est sur cette piste que a travaillé mon équipe, celle de Monika Zilbovicius également, qui, vous savez, dans les années 2004, avec Gervais, ont montré qu'il existait dans le cerveau droit, au niveau du sillon temporal supérieur, une zone qui était particulièrement efficace, spécifiquement experte pour la reconnaissance de la voix humaine par rapport à des stimulations auditives non humaines. Donc on va réfléchir sur voix et non-voix, c'est-à-dire par exemple un raclement de gorge et puis le fait de percuter une planche de bois. Donc des sons qui ont à peu près le même spectre de fréquence, mais qui, pour le raclement de gorge, a vraiment une signature humaine immédiate. Et donc c'est vraiment dans les millisecondes, hein, dans les premières centaines de millisecondes, que l'adulte ordinaire, normal, hein, déclenche ce système frontotemporal et du sillon temporal supérieur. Il y a une onde, une négativité, une positivité frontotemporale à la voix, qui veut dire qu'on reconnaît la voix humaine, même de très très courte durée, dans une série de sons qui sont présentés. Et chez l'adulte avec autisme, eh bien, cette réactivité spécifique à la voix humaine n'est pas retrouvée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un phénomène développemental, là aussi, et que chez des enfants de 9-12 ans, avec autisme, on a encore une espèce de capacité résiduelle à reconnaître de façon plus difficile, plus lente, la voix humaine, mais cette dynamique, là aussi développementale, de cette perte de fonction est à étudier plus avant. Là, ce sont des résultats très très récents qui m'ont été confiés par Nicole Bruno. Nicole Bruno dans mon équipe et ses collaborateurs, et qui résument sous un autre angle. Hein, là, le cerveau est vu du dessus, donc vous voyez cette réaction de la zone du temporal, hein, du sillon temporal supérieur à la voix, qui contraste avec une cartographie complètement différente des potentiels évoqués quand on est dans le non-vocal. Et chez l'enfant avec autisme, eh bien, on a cette réaction à la voix humaine, mais il semblerait que c'est le fait d'attribuer au bruit la valence humaine, non humaine, qui ne soit pas installée correctement. Et sur les PEA, cette fois-ci sous forme d'onde, on le comprend encore mieux. C'est-à-dire que chez la personne ordinaire, voilà la réaction à la voix, c'est la ligne pleine, et la réaction à la non-voix, c'est les pointillés.
Donc il y a une réaction tout à fait différente. Cette onde, vous voyez, c'est à 130, 220 millisecondes. C'est une onde très précoce. C'est un phénomène extrêmement précoce de la réactivité de ces cellules cérébrales corticales. Et vous voyez que chez l'autiste, eh bien, il y a une confusion des courbes, comme s'il n'y avait pas de spécialisation, de différenciation des fonctions cellulaires pour la reconnaissance d'un message dont la nature sociale humaine est fondamentale. Et ceci corrobore des résultats qui avaient été obtenus là aussi dans les années 2000 pour localiser ces phénomènes dans le cerveau. On est toujours à droite. Alors, hypersensibilité au changement, là aussi, on va changer d'échelle, c'est-à-dire que sont testées là, les capacités de la cellule, du petit réseau neuronal à détecter un changement. On a vu que dans la sémiologie de l'autisme, il y avait en même temps des points qui étaient des difficultés, des ralentissements, des traitements particuliers de certains stimuli. Et ici, on va voir que c'est au niveau de la vitesse, c'est au niveau de la vitesse de fonctionnement et de ce qu'on appellera la sensibilité cellulaire au détail. Donc, le protocole consiste à faire entendre à ces patients qui sont ici des adultes une série de sons dans lesquels on introduit un très très léger changement de fréquence qui est quasiment inaudible, Et on voit que ce changement à l'aide qui est mesuré au niveau de la réactivité cérébrale chez des personnes contrôle, chez des enfants contrôle, induit une réaction temporale, bien sûr, parce qu'il y a une analyse du signal, et vous voyez qu'il y a dans le cortex frontal, le cortex singulaire, une réaction très vive, et qui signale que c'est ce qu'on appelle la mismatch négativité, la négativité de discordance, qu'on a entendu un petit changement. Eh bien, vous voyez que chez les autistes, cette réactivité, cette réponse frontale du cortex singulaire, eh bien, elle est précoce, elle précède celle de la personne, de l'enfant normal, et elle continue, elle se maintient. C'est-à-dire qu'il y a une véritable sensibilité au changement. C'est-à-dire que la réactivité sensorielle aux petits changements dénote que la réponse de ces réseaux cellulaires, de ces cellules, est différente. Et donc la différence de latence est significative quand on l'observe dans des groupes contrôle et avec autisme. Alors là aussi, ce qui a été très intéressant, c'est que on s'est posé la question, est-ce que c'est une caractéristique, une signature de la réactivité cellulaire à des messages sociaux qui est spécifique à l'autisme? Alors, bien sûr qu'on n'en est pas encore là, mais on a là aussi des indicateurs que ce marqueur électrophysiologique pourrait être très intéressant pour essayer de mieux comprendre ce qui dysfonctionne au niveau cortical chez ces personnes. Donc ici, on a étudié une famille, donc vous voyez, ici c'est l'arbre généalogique de la famille, et cette famille, elle était très intéressante, c'est une famille bretonne, dans laquelle il y avait un certain nombre de personnes qui étaient atteintes de déficience intellectuelle, sans autisme, et puis parmi elles, il y avait
les oncles, vous voyez, tous étaient des hommes qui étaient concernés. Et puis, il y avait deux enfants porteurs d'autisme. Et puis un qui avait un syndrome d'autisme un petit peu atypique. Donc, on a enregistré, on a examiné ces personnes, toutes sont venues à Tours, hein, on a pu enregistrer cette réaction à la différence. Et on a pu montrer que si on place les latences de réponse par rapport, vous voyez, à cette ligne qui représente les latences d'une population de personnes qui ont un développement normal, eh bien, toutes se situent au-dessus, hein, c'est-à-dire que toutes les personnes ici qui ont un retard simple, eh bien, elles ont une latence qui est normale ou même assez élevée, et que ce sujet-là, qui est vraiment un autiste typique, eh bien, il a une latence de la MMN qui est particulièrement basse. Donc, le résultat de cette étude montre deux choses. C'est que ce n'est pas parce qu'on a une mutation d'un gène qui est impliqué dans l'autisme, qui est fortement suspect, qu'on est forcément autiste, hein, parce qu'on peut avoir un retard, un autisme, mais que ces autistes qui portent la même mutation que des personnes déficientes, eh bien, ils ont une sorte de signature, là aussi, une sorte de marquage du fonctionnement électrophysiologique du réseau cellulaire de la détection du changement qui semble assez spécifique. Voilà, alors, changeons encore de niveau. Donc, on s'est dit, au fond, est-ce que les cellules elles-mêmes, est-ce que les cellules, au cours du développement, ne subissent pas des modifications de fonctionnement qui les empêcheraient, bien entendu, les balances inhibition-activation sont très intéressantes, puisque dans tous les phénomènes, comme on l'a vu, de bon fonctionnement des réseaux. Et là, je fais référence à des résultats qui ont été extrêmement médiatisés. Alors, si je fais ça, je pense que... Pardon. Voilà, on enlève la petite souris ou le petit rat, parce que justement, c'est ce qui fait un peu débat. Donc, Ben-Ari, Yeskel Ben-Ari et son équipe, associée à Éric Lemonnier, qui est un psychiatre, un pédopsychiatre qui connaît bien l'autisme, ont réfléchi à partir d'un essai thérapeutique dont il est important, là aussi, d'examiner les résultats avec une très, très grande prudence. Donc, la bumétanide qui modifie les taux de chlore extracellulaire, en particulier au niveau neuronal, a été testée dans ses effets comportementaux dans une population d'enfants avec autisme. C'est un essai thérapeutique qui a été mené de manière tout à fait sérieuse, et mes collègues ont pu montrer qu'il y avait une baisse de l'intensité des troubles autistiques au bout de 90 jours de traitement, et que quand on enlevait le médicament pendant un mois, eh bien, il y avait à nouveau un retour de la symptomatologie autistique, je dirais presque au niveau du départ. Donc, il semblerait que cette substance qui intéresse particulièrement Ben-Ari ait peut-être un lien avec le fonctionnement neuronal des personnes avec autisme. Et c'est là que Yeskel a développé son hypothèse de la dérégulation du système GABAergique qui est liée à la répartition, on va dire, déséquilibrée du chlore au détriment
en faveur du plan intracellulaire, qui fait que le GABA devient excitateur au lieu d'être inhibiteur. Et donc, il a testé cette hypothèse, il est en train de tester cette hypothèse sur des rats et des souris mutantes, X fragiles et intoxiquées par le valproate de sodium. Et qui plus est, il a émis l'hypothèse que l'ocytocine était un protecteur de cet effet délétère lié à la mutation quant au fonctionnement GABAergique chez le nouveau-né. Alors, cinquième et dernier résultat récent, très récent, c'est celui de la mise en évidence, cette fois-ci par hybridation in situ sur des cerveaux d'enfants qui sont décédés, des enfants avec autisme et des enfants normaux qui ont, grâce aux familles qui se sont réunies, confié les cerveaux aux neurobiologistes. Et donc c'est sous la houlette d'Éric Courchaine que ce travail a été fait et qui montre qu'il semble qu'il y ait dans l'organisation laminaire du cortex, et en particulier dans le cortex frontal et temporal, des anomalies, des patchs qui témoignent qu'il pouvait y avoir des anomalies de la migration, de la différenciation cellulaire à ces niveaux, en particulier dans la couche 4 et 5. Et donc Éric Courchaine, qui a toujours promu cette hypothèse que dans la période cible, la période sensible de la périnatalité, où on observait qu'il y avait des anomalies du volume cérébral et en particulier de la dynamique du développement cérébral. Avant la naissance, les enfants avec autisme ont un périmètre crânien qui est plutôt plus petit que la norme, et puis à 12 mois et 24 mois, il y a une espèce d'augmentation anormale du volume cérébral qui témoignerait d'événements intracérébraux dont la nature n'est pas connue. Mais dans son article qui est paru il y a une dizaine de jours, eh bien, à nouveau, il relance l'hypothèse que des événements qui pourraient être liés à l'environnement ou à l'organisation structurale, la microarchitecture corticale pourrait être mise en jeu dans la pathologie autistique. Alors pour finir, eh bien c'est la thérapie, et pour le moment, vous l'avez compris, prudence, on n'a pas de molécules, c'est pas l'ocytocine, c'est pas bumétanide, ce sont des pistes. Il y en a d'autres. Le fait que le cerveau soit doué d'une certaine plasticité, on a bien vu que dans la période périnatale, c'était le maximum, mais chez l'enfant, avant 4 ans, on est dans une période où l'exercice régulier des fonctions de communication sociale, d'interaction, de synchronisation avec un adulte très positif, qui crée la réussite de ces séquences, eh bien, peut aboutir à ce qu'il y ait une récupération fonctionnelle. Et pour finir, je vais vous montrer des résultats de notre équipe de Tours qui montrent qu'au bout de 2 ans d'exercices réguliers, 2 fois par semaine, de petites séances de jeu, enrichis socialement et d'exercices réussis des synchronisations sociales, eh bien, on a une récupération de l'orientation visuelle spontanée vers la zone riche en informations sociales de l'être humain, de l'interlocuteur. Et alors que l'enfant avec autisme qui a moins de 5 ans, avait dans le domaine, on va dire, de la réactivité visuelle sociale de grandes différences avec les enfants témoins, eh bien, semble avoir une récupération fonctionnelle au niveau cérébral, enregistrée par les potentiels évoqués, comme toujours dans l'équipe de Tours.
voilà, donc j'en ai fini. Je remercie l'équipe et puis nos amis des associations et je dirais surtout tous ceux, les familles, hein, et puis les personnes elles-mêmes concernées. Et à ce propos, je voulais vous montrer une petite photo là de famille. Hein. Donc Temple Grandin, vous savez, qui est une personne très importante, qui est venue passer du temps au laboratoire en 1994. Elle est revenue nous voir parce qu'on l'a invitée il y a quelques jours, hein, à Tours. Voilà, donc on a refait une photo de famille. Alors il y en a qui sont partis. Vous voyez, on a éliminé les hommes de l'équipe. Je me suis rendu compte de ça. Enfin, on en a d'autres, Et on a fait poser les... Voilà. C'est de l'observation clinique et de ces particularités du traitement sensoriel de l'information sociale que sont nés tous ces résultats. Merci beaucoup.